Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Nous sommes constamment confrontés à de fausses informations. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'absolument tout le monde ment. Pas que les médias et les politiques, tout le monde. Consciemment ou non, vous mentez, je mens, les gens mentent extrêmement souvent. Ça peut arriver pour tout un tas de raisons, par erreur, par paresse, par vanité, par compassion même. Les gens mentent les uns aux autres, et surtout on se ment à soi-même. Alors, comment faire pour différencier le vrai du faux? On va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Un message peut être empreint d'émotion par celui qui nous le transmet. Il contient alors deux informations, le fait qui nous est communiqué, plus une charge émotionnelle. Or, quelle que soit cette charge émotionnelle, elle ne change rien au fait communiqué. Nous devons faire la part des choses dans nos messages entre ce qui relève du fait communiqué et ce qui relève de la charge émotionnelle. Lorsque nous recevons une information factuelle, il n'y a que deux possibilités. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Et il n'y a aucun d'entre deux. Je l'ai déjà dit à l'épisode 3 et je le redis, il est absurde d'affirmer que la vérité est subjective. Ceux qui le soutiennent confondent leur perception ou encore leur opinion avec la vérité. C'est une erreur grossière et dangereuse, commise le plus souvent par complaisance et par paresse. Vouloir que tout le monde ait raison est une excuse pseudo-bien-pensante pour ne pas se remettre en question quand on se trompe, et pour ne pas faire l'effort de rechercher la connaissance. Appliquée au plus grand nombre, une telle conception mène à l'ignorance générale, et à la médiocrité. En revanche, il est exact de dire qu'une information n'est vraie ou fausse que dans les limites d'un contexte donné. Par exemple, si je vous dis que 1 plus 1 égale 2, a priori c'est indéniable. Pourtant, même cette information dépend d'un certain contexte. 1 plus 1 égale 2 est vrai parce que nous sommes d'accord sur le fait que nous appliquons l'algèbre classique. C'est-à-dire que plus est un opérateur d'addition, égale un symbole d'identité, et qu'on associe au chiffre la notion de quantité. Mais l'algèbre classique n'est pas la seule qui existe. En algèbre booléenne, par exemple, 1 plus 1 égale 2 est non seulement faux, mais en plus ça n'a aucun sens parce que le 2 n'existe tout simplement pas. En algèbre booléenne, 1 plus 1 égale 1. De la même manière, pour donner un exemple moins matheux, si je dis « le jour se lève », ça peut être vrai pour moi à Paris au moment où je le dis, mais pour quelqu'un qui m'écoute depuis New York, avec le décalage horaire, ce sera alors faux. Sauf qu'évidemment, quand je dis 1 plus 1 égale 2 ou le jour se lève, la plupart du temps, j'ai pas besoin de préciser l'algèbre que j'utilise, mon créneau horaire ou la planète sur laquelle je vis. Mon interlocuteur sans doute, on parle alors de contexte implicite. Si on est bien au clair sur son contexte, on peut juger de si une information est vraie ou fausse. Mais si ce contexte est confus, alors il faut le clarifier. J'ai vu passer cette image sur internet montrant deux personnes de part et d'autre d'un chiffre. L'un y voit un 6, l'autre y voit un 9. Elle est accompagnée d'un texte d'une stupidité prodigieuse qui dit « Ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort, c'est juste que tu n'as pas le même point de vue que moi. » Si j'avais écrit le texte, j'aurais dit « Nous sommes deux nazes ». Au lieu de chercher à savoir qui a raison et qui a tort pour rassurer nos petits égos minables parce que nous sommes trop lâches pour nous remettre en question, nous devrions nous demander dans quel contexte ce symbole a été tracé au sol et à quel usage, afin d'en comprendre la véritable signification. Forcément, c'est un peu plus long. En philosophie, l'un des plus gros problèmes est la définition des termes employés. On peut bien s'acharner à débattre à propos du bonheur, de la liberté, de la justice. Si vous et moi n'avons pas la même définition de chacun de ces termes, nous n'arriverons jamais à nous mettre d'accord, et il ne ressortira de notre échange que de la confusion. Et c'est pour ça que je suis un peu lourd parfois à bien approfondir certaines définitions, même sur des trucs qui paraissent évidents. C'est parce que je juge que sans ces clarifications, nous risquons d'avoir l'impression de parler de la même chose, alors qu'en fait pas du tout, et de ne pas nous comprendre. Quant à savoir si une information est vraie ou fausse, vous trouverez toujours des gens pour vous dire « Oui, de toute façon on peut jamais être sûr qu'une information est absolument vraie, alors à quoi bon chercher la vérité ?» Là aussi, c'est une bonne excuse de branleur, trop feignant pour se servir de son cerveau. Se servir de son cerveau. Ouais, c'est une belle allitération ça. Il est sain de garder une distance par rapport à ce qu'on sait être vrai, et d'être capable d'envisager que ça puisse être faux. Ne serait-ce que parce que les différences de contexte dont on vient de parler peuvent nous induire en erreur. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'abstenir de juger rationnellement de si les informations qu'on reçoit sont vraies ou fausses. Au contraire, ça nous impose d'exercer un jugement encore plus fin.
qu'on appelle probabiliste. Alors, probabiliste, ça veut dire que lorsqu'on évalue une information, on ne devrait pas conclure qu'elle est vraie, fausse ou qu'on ne sait pas. À la place, on devrait estimer un pourcentage de confiance dans la véracité de cette information. 0% signifiant que vous êtes absolument sûr qu'elle est fausse, 100% que vous êtes absolument sûr qu'elle est vraie, et 50% que vous avez autant de raisons de penser qu'elle est fausse que de raisons de penser qu'elle est vraie. L'exercice de notre jugement, quand on reçoit une information, consiste à préciser ce pourcentage de confiance au moyen de notre raisonnement. Et ce, jusqu'à avoir confiance dans le pourcentage de confiance. Bah oui, si on tire ce chiffre au hasard, ça sert à rien, il nous faut de bonnes justifications pour avoir confiance ou ne pas avoir confiance dans une information. On va prendre un exemple. Si je vous dis que je diffuse cette émission depuis mon vaisseau spatial, actuellement en orbite autour de Saturne, vous aurez tout un tas de très bonnes raisons de penser que c'est faux. Il faudrait pour ça que j'ai voyagé jusqu'à Saturne depuis la Terre, ou alors que je sois un extraterrestre. Or dans les deux cas, c'est très improbable. Vous allez donc, à juste titre, accorder un pourcentage de confiance quasi nul à cette information. Pas tout à fait zéro quand même, parce que vous ne pouvez pas prouver de manière certaine que je ne suis pas réellement là-bas. Mais si vous deviez parier, vous ne miseriez raisonnablement pas sur le fait que j'y suis. J'insiste d'ailleurs là-dessus parce que c'est important. On le voit bien avec cet exemple, c'est pas parce qu'on peut pas prouver qu'un truc est faux que ce truc est probablement vrai. Or ça, c'est un argument fréquemment utilisé pour défendre de nombreuses croyances. Et il n'a absolument aucune valeur. Il y a quelques épisodes, je rappelais que le fait d'avoir mangé juste avant d'aller se baigner n'augmentait pas le risque d'hydrocution, et que ça n'était qu'une légende urbaine. Vous m'avez peut-être cru sur parole, ou bien vous avez pensé que j'ai tort parce que vous avez toujours entendu dire le contraire. Pour trancher sur ce sujet, il faut raisonner et ne pas simplement s'arrêter à qui affirme quoi. On peut rechercher dans ce qu'on sait du fonctionnement du corps humain si quelque chose justifierait que nous soyons plus sujets à l'hydrocution lorsque nous digérons. Or, notre connaissance du corps humain montre sans équivoque que, même si la digestion a bien des effets sur notre métabolisme, ceci ne justifie aucunement une augmentation significative du risque d'hydrocution. Alors évidemment, je suis pas médecin, donc je suis pas arrivé à cette conclusion tout seul. Ne disposant pas moi-même de cette connaissance, j'ai recherché des témoignages de spécialistes, de médecins, de scientifiques, afin de m'en convaincre. J'ai déterminé mon pourcentage de confiance dans cette information en croisant l'avis de différentes sources crédibles, de préférence indépendantes les unes des autres, afin d'éviter les effets d'écho. Notre raisonnement, pour savoir si une information est vraie ou fausse, s'appuie sur la connaissance. Si nous ne disposons pas nous-mêmes de la connaissance nécessaire pour clarifier un doute, alors il nous faut la rechercher et nous assurer de sa fiabilité. Si la connaissance sur laquelle on se base pour clarifier un doute est fausse ou incomplète, alors on peut tirer de mauvaises conclusions. Ne pas en savoir assez pour résoudre une question, c'est une chose, à laquelle on peut remédier, comme on vient de le voir, par la recherche. Par contre, être convaincu qu'on a les connaissances nécessaires alors même que ces connaissances sont fausses, ça c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humilité quand on recherche la vérité. On peut pécher par excès de confiance dans ce domaine, et ça ne fait jamais de mal de bien vérifier que les connaissances sur lesquelles on se base ne sont pas erronées. Si on ne sait pas un truc, il nous faut reconnaître qu'on ne le sait pas. Vous en trouverez toujours certains qui, confrontés à une information dont ils ne savent pas si elle est vraie ou fausse, se croiront profonds et intelligents en concluant que, après tout, chacun est libre de choisir ce qu'il veut croire. Pour ces gens-là, il faudrait inventer une espèce de machine à distribuer des baffes et les installer 24 heures dessus. Imaginons que vous abordez un croisement en voiture avec peu de visibilité. Vous ne savez pas si quelqu'un va débouler de la droite, donc vous ralentissez. Parce que vous reconnaissez que vous ne savez pas s'il y a quelqu'un, donc vous vérifiez avant de passer. Si un conducteur approchant de cette intersection choisit de croire qu'il n'y a personne, parce qu'il a envie de faire le cake et d'appuyer sur le champignon, il aura peut-être raison par chance. Il se convaincra même que de toute façon il sait bien, il passe ici tous les jours et il n'y a jamais personne qui arrive de la droite à cette intersection. Sauf que le jour où exceptionnellement il y aura quelqu'un, il mettra en danger sa vie, et surtout celle des occupants du véhicule d'en face, qui eux n'ont rien demandé. Savoir qu'on ne sait pas un truc est nécessaire à notre prise de décision. Remplacer ce savoir par un choix ou une croyance ne peut que nous induire en erreur. Ça ouvre surtout la porte à notre biais de préférence, parce qu'on choisit généralement de croire non ce qui est vrai, mais ce qu'on voudrait qu'il soit vrai. Et pour finir, certains affirmeront encore que quand on ne sait pas un truc, alors il faut se fier à son intuition. L'intuition, j'ai déjà expliqué à l'épisode 5 qu'on y a trop souvent recours par flemme d'exercer un raisonnement rigoureux. Or, ce n'est pas un outil fiable. J'ai recommandé de ne nous appuyer dessus qu'en dernier recours, dans les situations où notre raisonnement ne permet pas à lui seul d'aboutir à une décision ferme.
Je récapitule ce qu'on vient de voir. Lorsqu'on reçoit de l'information, nous devons la passer au crible de notre raisonnement, afin de trier entre le vrai et le faux, et aussi d'ailleurs entre l'important et le pas important. L'information que nous jugeons fausse ou sans intérêt est rejetée, tandis que celle que nous jugeons vraie et importante alimente notre connaissance. Si notre raisonnement est défectueux, ou si, comme visiblement beaucoup trop de gens sur les réseaux sociaux, nous ne faisons pas ce tri, alors nous construisons une connaissance fausse. Or, cette connaissance intervient dans notre raisonnement, lorsque nous jugeons si de nouvelles informations sont à leur tour vraies ou fausses. Vous le voyez venir, le cercle vicieux. Si notre connaissance est corrompue, alors nous jugeons mal de la véracité de nouvelles informations, nous continuons de l'alimenter avec des contre-vérités, et ainsi de suite. De plus, comme on l'a vu, on ne peut pas être certain à 100% de la validité de notre connaissance. Nous ne lui accordons qu'un pourcentage de confiance qu'on cherche à affiner. Et il nous faut aussi connaître les limites du contexte dans lequel notre connaissance s'applique. En d'autres termes, nous devons régulièrement remettre en question notre connaissance, la consolider ou la remplacer lorsqu'elle s'avère incorrecte. Et oui, c'est du boulot. Mais pour rappel, cette connaissance alimente notre raisonnement, sur laquelle nous nous appuyons pour prendre nos décisions. Si on ne soigne pas notre connaissance, alors on prend de mauvaises décisions. Des décisions qu'on regrette. Des décisions qui nous rendent malheureux. A l'inverse, la connaissance nous permet de mener notre barque et d'aller là où on veut aller. En d'autres termes, elle nous confère de la puissance et de la liberté. Et la satisfaction qui en découle contribue directement à notre bonheur. On n'en a pas encore fini avec ce mécanisme et je vais encore le développer parce que tel que vous le voyez, il est incomplet. L'information n'est pas la seule à alimenter notre connaissance. Il nous faut aussi considérer le rôle de notre expérience. Et ça, je vous en parle au prochain épisode. C'est la rentrée, je suis très heureux de vous retrouver avec ce 14e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à cliquer sur l'éloquent pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à commenter et surtout à partager cet épisode. Nous avons largement dépassé la 100aine d'abonnés au cours de l'été, je vous dis un énorme merci pour ça, et aussi pour vos encouragements et vos remarques grâce auxquels je continue à faire progresser la série. Je vous reviens très vite avec les épisodes 15 et 16 dont j'ai déjà écrit une très grosse partie. En fait, comme d'habitude, j'ai écrit un épisode 14 beaucoup trop gros et il a fallu que je le coupe en 3 afin de le rendre digeste. Mais ça, je me fais le coup à chaque fois, quoi. Enfin voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.